Le goût était différent. Après 53 ans à boire du thé Earl Grey tous les soirs à 20 heures précises, je reconnaissais immédiatement toute anomalie. Cette amertume subtile qui n'avait rien à voir avec les bergamotes, cette texture légèrement granuleuse au fond de la tasse. Mon cœur s'est mis à battre plus fort tandis que je continuais à siroter, gardant mon visage impassible. Julien était assis en face de moi dans le salon, feignant de lire son journal, mais ses yeux ne cessaient de me surveiller par-dessus les pages. Mon fils de 28 ans, celui que j'avais élevé seul après le départ de son père, celui pour qui j'avais sacrifié tant d'années, tant de rêves. Ses mains tremblaient imperceptiblement. Il attendait. Je connaissais ce regard. Cette nervosité contenue, cette façon de se mordiller la lèvre inférieure qu'il avait depuis l'enfance quand il préparait un mauvais coup. Sauf que nous n'étions plus dans la cour de récréation, et que les conséquences de ces actes avaient pris une toute autre dimension. « Ce thé est délicieux, mon chéri », ai-je murmuré en reposant la tasse avec un sourire que j'espérais convaincant. « Tu as changé quelque chose dans la préparation ?» Il a sursauté légèrement, ses jointures blanchissant sur le journal. « Non, maman. » Comme d'habitude. Menteur. Mon propre fils me mentait avec une facilité déconcertante. Je me suis levé lentement, prétextant une fatigue soudaine. Je crois que je vais monter me coucher. Je me sens un peu étourdi. L'éclair de satisfaction qui a traversé son regard m'a glacé le sang. J'ai titubé légèrement, m'accrochant au bras du fauteuil, jouant parfaitement le rôle de la victime qui sombre dans l'inconscience. Julien s'est redressé, tout son corps tendu vers moi, prêt à bondir. « Tu veux que je t'aide à monter, maman ?»« Non, non, ça va aller. Bonne nuit, mon cœur. » Je suis monté à l'étage, mes jambes feignant une lourdeur croissante. Une fois dans ma chambre, j'ai fermé la porte sans la verrouiller et me suis dirigé vers mon lit. Mais au lieu de m'allonger, je me suis caché derrière la lourde commode ancienne, dans l'angle mort de la porte. De là, j'avais une vue parfaite sur l'escalier et le palier. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il ne l'entende. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable. J'entendais Julien bouger en bas, ses pas sur le parquet du salon, le bruit de la télévision qu'il allumait probablement pour couvrir ses mouvements. Au bout d'une demi-heure, j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Lent, mesuré, précautionneux. Il montait en évitant soigneusement les marches qui grinçaient, celles que nous connaissions tous les deux depuis des années. Mon propre fils utilisait contre moi les secrets de cette maison qui nous avait vu grandir ensemble. La porte de ma chambre s'est ouverte avec une lenteur calculée. Dans la pénombre, j'ai vu sa silhouette se dessiner dans l'encadrement. Il est resté là plusieurs minutes, écoutant, observant. J'ai retenu ma respiration, priant pour qu'il ne remarque pas l'absence de mon corps dans le lit. Finalement, il est entré. J'ai vu son visage dans la lumière du couloir, et ce que j'y ai lu m'a brisé le cœur. Une détermination froide, presque clinique. Plus rien du petit garçon qui venait se blottir contre moi pendant les orages. Plus rien du jeune homme qui m'apportait des fleurs pour la fête des mères. Il s'est dirigé vers le lit, puis vers ma coiffeuse. J'ai entendu le bruit de tiroirs qu'on ouvre, de papiers qu'on fouille. Il cherchait quelque chose. Mes documents? Mon testament? L'argent que je gardais en liquide pour les urgences? Puis il est descendu au salon. Je l'ai suivi à distance, pieds nus sur le carrelage froid, me cachant dans l'ombre des meubles. J'ai observé mon fils fouiller méthodiquement chaque recoin de la maison. Le secrétaire où je rangeais mes papiers importants, le petit coffre derrière la photo de famille, même l'arrière de certains cadres. Il savait exactement où chercher. Combien de temps avait-il passé à étudier mes habitudes, mes cachettes? Combien de temps avait-il planifié cette quoi, au juste? Un simple cambriolage? Ou quelque chose de plus grave? La réponse est venue quand il a trouvé ce qu'il cherchait, mon carnet de comptes, mes relevés bancaires, et surtout, le double de mon testament. Je l'ai vu s'installer à la table de la cuisine, sortir son téléphone, et commencer à prendre des photos de chaque document. Mais ce n'était pas tout. Il a ensuite ouvert mon ordinateur portable, il connaissait mon mot de passe, évidemment, et a commencé à naviguer dans mes fichiers. J'ai compris qu'il cherchait mes codes d'accès bancaires, mes mots de passe, tout ce qui pouvait lui donner accès à mes comptes. L'horreur absolue m'a saisi quand je l'ai vu se connecter à mon compte en ligne et commencer à explorer mes investissements, mes épargnes. Il prenait note de tout, méthodiquement, comme s'il dressait un inventaire. Puis il a fait quelque chose qui m'a littéralement coupé le souffle.
Il a composé un numéro sur son téléphone. C'est fait, a-t-il murmuré dans le combiné. Là, elle dort profondément. J'ai tous les documents. Oui, exactement comme prévu. Non, elle ne se doutera de rien au réveil. Une pause, puis... Combien de temps on a avant que le produit se dissipe complètement? Parfait. Ça nous laisse largement le temps de tout organiser. Il y avait donc un complice. Quelqu'un d'autre était impliqué dans cette machination. Mon propre fils avait monté un plan pour me dépouiller, avec l'aide d'une tierce personne. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi et j'ai dû m'accrocher au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Il a raccroché et s'est remis au travail. J'ai vu qu'il notait soigneusement tous mes mots de passe, qu'il imprimait certains documents, qu'il prenait même des photos de mes cartes bancaires. Il préparait manifestement quelque chose de plus complexe qu'un simple vol. Le plus terrifiant, c'était son calme. Sa méthodologie. Il n'y avait aucune urgence dans ses gestes, aucune nervosité. Il agissait comme un professionnel, comme quelqu'un qui avait déjà fait ça plusieurs fois. Vers 2 heures du matin, il a tout rangé, nettoyé soigneusement ses traces, et s'est dirigé vers l'escalier. J'ai eu juste le temps de remonter et de me cacher à nouveau derrière la commode avant qu'il ne pousse ma porte. Il est entré dans ma chambre et s'est approché du lit. J'ai entendu un bruit étrange, comme du tissu qu'on froisse. Il arrangeait mes draps, mes oreillers, créant l'illusion parfaite d'un sommeil naturel. Puis il a déposé quelque chose sur ma table de nuit, probablement un verre d'eau pour expliquer ma soif au réveil. Enfin, il est parti. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, puis le bruit de la porte d'entrée qui se referme. Il quittait la maison. Je suis resté immobile dans ma cachette pendant encore 1 heure, assailli par 1000 pensées contradictoires. La trahison, bien sûr. La douleur de découvrir que mon propre enfant était capable de me faire ça. Mais aussi la peur. Car s'il était parti, c'était probablement pour retrouver son complice et mettre la suite de leur plan à exécution. J'ai finalement trouvé le courage de me lever et de redescendre au salon. Tout était exactement comme avant, aucune trace de son passage. Si je n'avais pas tout vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais soupçonné quoi que ce soit. J'ai passé le reste de la nuit à réfléchir, assise dans mon fauteuil, regardant par la fenêtre les premières lueurs de l'aube. Que devais-je faire? Confronter Julien? Appeler la police? Faire semblant de ne rien savoir et tenter de découvrir l'étendue de leur plan? Au petit matin, j'ai entendu la clé dans la serrure. Julien rentrait, probablement pour s'assurer que j'étais bien réveillé et que je ne me doutais de rien. Je me suis précipité dans ma chambre et j'ai sauté dans mon lit, feignant de me réveiller naturellement. « Maman » a-t-il appelé depuis le bas de l'escalier. « Comment tu te sens ce matin ?» Un peu fatigué, ai-je répondu d'une voix encore endormie. J'ai très bien dormi, mais j'ai une soif terrible. Je l'ai entendu monter et entrer dans ma chambre avec un plateau de petit déjeuner. Son visage affichait une sollicitude parfaite, presque exagérée. « Mais tu as l'air un peu pâle, maman. Tu es sûre que ça va ?» J'ai hoché la tête, le regardant droit dans les yeux. Mon fils. Mon propre fils. Celui qui me souriait avec tant de tendresse apparente tout en ayant passé la nuit à organiser ma spoliation. Ça va, mon chéri. Juste un peu fatigué. Il m'a embrassé sur le front, et j'ai dû mobiliser toute ma volonté pour ne pas reculer. Ce baiser, qui autrefois me réchauffait le cœur, me semblait maintenant empoisonné par la tromperie. « Je vais prendre quelques jours de congé pour rester avec toi », a-t-il annoncé. « Je trouve que tu as l'air fragile ces derniers temps. » Fragile. Il comptait donc continuer son petit jeu, me maintenir sous surveillance le temps de finaliser son plan. J'ai acquiescé avec un sourire reconnaissant, tout en me demandant combien de temps il me restait avant qu'il ne passe à l'acte suivant. Cette nuit-là, j'ai compris que la femme que j'étais jusque-là était morte. Celle qui faisait confiance aveuglément, qui aimait sans condition, qui ne pouvait concevoir que son propre enfant puisse la trahir. À sa place était née une autre femme, plus dure, plus méfiante, mais peut-être aussi plus lucide. Car maintenant, je savais. Et maintenant, c'était à moi de jouer.